Alors, dans l'État, comme dans le secteur privé, l'innovation, ça se décide, ça se travaille, ça se prépare et ça se favorise. Je ne sais pas s'il faut repenser le statut de la fonction publique ou de l'organisation profonde de l'État, mais ce qui est certain, c'est que pour faire place aux innovateurs de l'intérieur ou des écosystèmes, pour autoriser une culture de l'apprentissage par essai-erreur, de permis d'innover qui pardonnent des échecs, surtout si on les repère tôt et qu'on apprend de ces échecs, d'agilité, de ne pas avoir peur de se cannibaliser soi-même. Il faut de la détermination. Et ce qu'on peut ajouter finalement à cette détermination, c'est qu'au fond, elle se caractérise, elle se voit quand on laisse ces gens innover, quand on laisse ces gens dans l'action faire des choses. Donc l'innovation, c'est la capacité de faire un service public numérique, donc de mettre quelqu'un en situation. Et quand, par exemple, une de nos startups d'État, dans le monde de l'emploi, décide de s'attaquer au marché caché de l'emploi, qui est quand même 80% du marché caché, eh bien, elle met en capacité un agent de Hayange, pour le coup, un simple agent, et elle l'entoure d'une bulle de compétences et d'autonomie pour lui permettre de mettre tout seul en production quelque chose qui cannibalise un petit peu le site pôle emploi.fr, mais qui aide les usagers à trouver des boîtes qui vont recruter. Ça s'appelle labonneboîte.pôle-emploi.fr. Voilà très concrètement comment une administration peut permettre de passer à l'action. Alors, qu'est-ce qui peut empêcher l'État d'innover ? D'abord, vous. Je ne veux dire pas là, tous ceux qui pensent l'État, s'ils continuent, ce qui me semble être un drame des 30 dernières années, à essayer de penser l'État sans comprendre la mécanique interne, qui est recruté, comment est-il recruté, comment est-il managé, comment est-il promu, comment est-il valorisé. Aujourd'hui, on ne peut pas se contenter de dire que 5 millions d'agents publics, État et collectivités, c'est une énorme boîte noire et que le politique se contente de donner des instructions périphériques ou dominantes, quoi. Donc, deuxièmement, l'État lui-même, bien sûr, il doit en permanence analyser ses process, et plus encore que ses process, ses habitudes, qui en général ont été sélectionnées plutôt pour empêcher le dérapage, la fraude, le contrôle, la concussion, le népotisme. Et il doit se demander en permanence si, dans ce cadre réglementaire, qui a des sécurités réelles aussi, faites pour des raisons réelles, si dans ce cadre réglementaire, on n'est pas en train d'étouffer la capacité de l'État de remplir ce qui est un de ses devoirs, le devoir de mutabilité, donc d'être toujours au meilleur état de l'art possible, scientifique et technique d'une époque. Et ces sécurités sont nécessaires au fond, c'est-à-dire qu'on est face à une double légitimité. Le système tel qu'il est, il doit rendre le service tel qu'il est. Pour insatisfaisant qu'il soit, pour imparfait, ok, mais il faut quand même que le service soit rendu. Donc les gens qui sont dans le système seront plutôt rétifs à toute forme d'innovation qui pourrait le perturber, d'accord ? Et c'est normal. Et de l'autre côté, l'innovateur, le barbare, lui aussi, il est légitime à contester le système tel qu'il est pour l'améliorer. Et donc cette double légitimité, toutes les grandes organisations y sont confrontées, public comme privé, il n'y a pas de différence intrinsèque avec ça. Ce qui est la solution que l'État a trouvée avec les startups d'État, c'est de se dire on ne peut pas demander de faire les mêmes choses au même endroit. On ne peut pas demander à l'innovateur de se mettre au centre et d'essayer de perturber le système du centre. On va faire un pas de côté. On va le mettre dans une zone où il y a moins de contraintes, où il peut contester le système, où il peut le faire de l'incrémental, il peut tester avec les usagers, il peut casser une vieille règle qui est un tabou dans la structure, il peut la casser et faire différemment. Puis, si ça marche, revenir au centre. C'est ainsi que, par exemple, on a, avec mesaides.gouv, recréé un guichet unique de sécurité sociale, ce qui pouvait ressembler à la sécurité sociale dans les années 45, mais avec la complexification du droit, la multiplication des guichets naturels finalement. C'est aussi l'émergence de nouveaux droits pour les Français et les Françaises, mais qui s'est traduit par beaucoup de complexité et donc différents endroits. Là, on recrée un guichet de sécurité. Vous voyez qu'on a contesté une règle qui est une aide, un guichet. Et là, vous avez... Il n'y a qu'à l'extérieur où on pouvait faire ça. L'État n'est pas mieux armé, il est plus légitime. C'est-à-dire, il est légitime à faire ses propres plateformes. C'est-à-dire Google est légitime, ou Facebook est légitime à faire des plateformes dans lesquelles il se met au centre de ce qui est le marché de la publicité. Il a bien raison. Et son objectif, c'est la profitabilité. Ils ont bien raison. Quand on a une logique de politique publique et que l'État veut la défendre, d'accord, et qu'il peut lui-même utiliser une stratégie de plateforme. C'est-à-dire, plutôt que de se dire « je suis le guichet unique, je suis le centre, tout doit passer par moi »,
par mes guichets, se dire que tiens, au fond, je pourrais être non pas le guichet, mais celui qui permet l'émergence de différents guichets. Prenons un exemple, le taxi que vous avez pris. Dans le taxi, on aurait pu faire une application d'État, une application pour les chauffeurs, un registre et une application pour les clients. D'accord ? C'est ce que fait Uber, par exemple. Au lieu de ça, on n'a ni fait ça, on a juste fait le registre. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'il y a des dizaines d'applis pour les clients, et on prend les clients là où ils sont, avec chacun leur clientèle. Quand vous avez Paris Taxi, vous avez Citymapper, vous avez des partenaires qui ont déjà des clientèles, qui les amènent dans les taxis. Et de la même manière, vous avez des applications chauffeurs. Donc cette stratégie de plateforme, si vous voulez, c'est une nouvelle manière de développer des politiques publiques très partenariales en écosystème, où l'État a une forte légitimité et où peut-être il engage même une forme de souveraineté, très probablement. Et d'être légitime, ça peut lui faciliter la vie s'il se rappelle l'État il fabrique de l'intérêt général, des biens communs. Évidemment, s'il veut aller attaquer frontalement l'économie, il est idiot et en plus il aura des adversaires. Mais s'il veut empowerer l'économie, diffuser de la ressource, de la capacité d'agir, et très concrètement, quand on fait un pas vers et si l'information de transport était accessible au maximum d'innovateurs pour créer le maximum de services, on trouve des alliés dans les communautés du logiciel libre, on trouve des alliés dans les grands communs contributifs. Les gens sentent qu'on va respecter les deals. Ils ne pensent pas que, comme la plupart des plateformes, on se prépare à se refermer un jour pour capter leur clientèle et leur valeur ajoutée. Et donc quand on sait utiliser ça loyalement, c'est-à-dire je suis bien en train de faire l'infrastructure ouverte de l'économie naissante, alors l'État, parce qu'il est légitime, peut trouver des facilités et des alliés. Absolument. Et tiens, dans l'actualité, vous avez aujourd'hui des VTC qui font grève et qui réclament une plateforme, le taxi, des VTC. Donc ça prend forme. Un cadre réglementaire, je ne sais pas, on va demander à Henri, mais revenons sur la genèse. On a quand même fait 3 ans d'innovation dans un mode extrêmement nouveau, sans réglementation constante. Et au fond, qu'est-ce qu'on a fait ? Aujourd'hui, on dit qu'on a un incubateur de start-up d'État, on a une marque qui s'appelle beta.gouv, on a 25 start-up, mais il y a 3 ans, on n'avait pas tout ça. Et on n'est pas venu dire on aura un incubateur, on va faire beta.gouv, etc. Ce qu'on est venu faire, c'est qu'on est venu résoudre un problème. Et on a fait avec Henri data.gouv. Et ça, sans nouveau cadre réglementaire, simplement parce que quelqu'un, et ça revient à votre question initiale, avait autorisé finalement ça. Donc c'est toujours une décision très humaine et un soutien de très haut niveau. C'est juste ça qu'il faut, ce n'est pas un cadre réglementaire. Et ce soutien-là nous a permis de faire, avec une toute petite équipe, qu'on a embauché en CDD, sans modifier le code des marchés ni le code des recrutements. Et on a fait data.gouv. Et ensuite, on en a fait une marché public simplifié, on a fait mes aides, et ensuite on s'est aperçu qu'on avait là un incubateur et une manière très reproductible de fabriquer ça à droit constant. Oui, voilà, si on cherchait vraiment, il y a bien sûr beaucoup d'aspects réglementaires qui pourraient être optimisés. Faciliter la contribution des agents publics aux grands communs contributifs, aux logiciels libres, le code des marchés publics lui-même, les règles de recrutement et de management des contractuels et même des agents publics. Mais j'ai envie de dire, faites-le si vous voulez, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est s'y mettre, commencer, se résoudre, voilà, encourager les équipes qui sont en train de régler des problèmes, se rabattre sans arrêt sur la valeur pour l'usager. Et d'ailleurs, quand on est focalisé là-dessus, obnubilé par ça, on découvre que le cadre réglementaire est très vaste, qu'il y a beaucoup de ressources, que la plupart ont été oubliées, que les gens ne savent même pas qu'elles existent. Et quand on trouve des alliés parce qu'on est en train de régler des problèmes, on trouve aussi des solutions. Donc on pourrait améliorer le cadre réglementaire, mais il ne faudrait pas que ce soit un truc dilatoire qui repousse de plusieurs années le moment où on se retrousse les manches et on code des solutions qui fonctionnent.